Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du modèle en sous-couche électronique qu'on appelle souvent le modèle quantique de l'atome. Donc ce modèle, il a été développé par quatre physiciens qui vont chacun apporter leur pierre à l'édifice. Il n'est pas propre à un découvreur, mais à au final un ensemble de découvertes et pas mal au final de prix Nobel. Dans les physiciens en question, ben, il y a Niels Bohr. Niels Bohr, on l'a évoqué la section précédente, c'est lui qui vient monter le modèle en couche de l'atome avec basé sur les observations d'Ångström qui dit que l'hydrogène a différentes longueurs d'onde et il va réussir à expliquer ça en disant les électrons ils peuvent pas tourner n'importe où autour du noyau atomique découvert par Rutherford, mais sur des orbites bien spécifiques et on peut savoir la distance entre deux couches par rapport à la longueur d'onde. Ensuite, on a Louis de Broglie. Louis de Broglie, il va gagner le prix Nobel de physique en 1929. On a Erwin Schrödinger, qui est autrichien, qui va gagner la moitié d'un prix Nobel de physique en 1933. Et on a euh, Max Born, qui est un Polonais, qui va gagner la moitié d'un prix Nobel de physique en 1954. Donc, grosso modo, au final, le développement au final, du modèle quantique, on pourrait dire qu'il a pris plus ou moins 30 ans pour arriver à ce que je vais vous présenter là maintenant. Donc, au niveau de leur découverte, Bohr, je viens de le dire, ben, c'est l'élaboration de son modèle en couche. Louis de Broglie, c'est la découverte au final du la dualité onde-particule. Donc il dit qu'un électron, c'est une particule, comme l'a défini Thomson, mais que ça doit aussi être une onde. Donc l'électron peut être soit une onde, soit une particule, et puis c'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule. Donc c'est les deux en même temps, mais c'est seulement l'un à la fois. Et puis là, ça va monter des nouvelles règles pour l'infiniment petit, et puis ça va donner au final un nouveau domaine d'application de la physique, qui est la physique quantique. Donc la physique quantique, à proprement parler, on pourrait dire qu'elle démarre avec Louis de Broglie. Ensuite, on a une équation qui est importante, qui est l'équation de Schrödinger, au final, qui va permettre de développer cette physique quantique avec au final des fonctions d'onde pour chaque sous-couche électronique. Et puis ces fonctions d'onde, ben, elles vont être aidées par Max Born au final, qui va interpréter au final ces fonctions d'onde et puis leur mettre au final une représentation géométrique. Si on va dans ce modèle en sous-couche électronique, on va pouvoir dire que chaque couche électronique qu'on a vue avec Bohr, c'est considéré comme juste encore sur ce modèle en sous-couche électronique. On estime que les couches électroniques sont subdivisées elles-mêmes en sous-couches électroniques, et puis ces sous-couches électroniques, elles sont composées elles-mêmes d'orbitales atomiques. Donc on a un peu un schéma en incandescence. Donc on a la couche. Chaque couche peut être composée de plusieurs sous-couches, éventuellement que d'une seule sous-couche. Et puis ces sous-couches sont elles-mêmes composées de différentes orbitales atomiques. On va voir que le modèle atomique est sous forme quantique que je vais présenter. On a des formes pour ces différentes orbitales atomiques et sous-couches, et ces formes représentent au final une probabilité, et la probabilité qu'on ait 95% de chances de trouver l'électron dans cette zone. Donc il y a 5% de chances que l'électron soit légèrement en dehors de cette zone-là, mais il y a 95% de chances qu'il se trouve ici. Donc ce 95%, ça a été choisi de manière aléatoire. Si on avait pris le 100%, ben, les formes, elles seraient légèrement plus grandes, un tout petit peu différentes, mais on aurait quelque chose d'assez similaire. Donc on s'est dit, 95%, on a quand même une grosse probabilité de trouver l'électron dans une zone donnée. Maintenant, des sous-couches, il y a différents types de sous-couches, et nous, on va parler de 4 types de sous-couches différentes. On a les sous-couches S, P
D et F, S pour simple, P pour principal, D pour diffuse et puis F pour fondamental. Ces différentes significations, on s'en fiche, mais je vais les représenter avec différentes couleurs. Les sous-couches S, je vais les représenter en rouge, les sous-couches P en jaune, les sous-couches D en bleu, et puis les sous-couches F en vert. Je vais garder au final ce code couleur pour l'entier de ce sous-chapitre-là. Les orbitales S, on a une seule orbitale dans une sous-couche S, et chaque orbitale a un maximum de 2 électrons. Donc pour toutes les orbitales, qu'importe que ce soit S, P, D, F. Plus j'ai qu'une orbitale S, je peux avoir un nombre d'électrons maximum dans une sous-couche S de 2 électrons. La sous-couche P, j'ai 3 orbitales P à l'intérieur. Si j'ai 3 orbitales P, ça veut dire que j'ai 3 fois 2 électrons, 6 électrons. Pour la sous-couche D, j'ai 5 orbitales D, donc 10 électrons. Et la sous-couche F, j'ai 7 orbitales F à l'intérieur, et ça me donne un total de 14 électrons pour cette sous-couche-là. Si on regarde les formes de ces orbitales, ben, ici, on a les différentes formes des différentes orbitales. On a la sous-couche S, elle a qu'une seule orbitale à l'intérieur, et puis c'est une grosse sphère. Ensuite, la sous-couche P, on a 3 orbitales qui font des espèces de 8 selon les axes X, Y et Z, et dont chacune de ces sous-couches, la P-, P0 et puis P1, on peut mettre 2 électrons. On voit que les formes, elles se compliquent encore pour la sous-couche D, où là on a 5 orbitales qui ont des formes un petit peu plus particulières, et puis dans chacune de ces formes, je peux mettre un maximum de 2 électrons. On arrive à la sous-couche F, où on a 7 orbitales atomiques différentes dans lesquelles on peut venir mettre à chaque fois 2 électrons. Ça c'est la S, la P, la D et puis la F. Donc ça c'est les formes de ces orbitales. À aucun moment on va vous demander de connaître ces formes par cœur, c'est pour avoir une représentation de ce que c'est, mais on va voir que le modèle qu'on va utiliser pour représenter ça ne va pas au final impliquer le dessin de ces différentes sous-couches qui seraient beaucoup trop compliquées à dessiner. Maintenant, si on regarde par rapport au modèle en sous-couche et le modèle en couche, on voit que les deux au final se complémentent. Donc le modèle en sous-couche vient préciser le modèle en couche. Dans le modèle en couche, j'ai plusieurs couches électroniques, la N1, la N2, la N3, la N4, la N5. Dans la couche numéro 1, j'ai uniquement une sous-couche 1S. Dans la couche numéro 2, j'ai deux sous-couches, une couche 2S, une sous-couche 2S, une sous-couche 2P. Dans la couche numéro 3, j'ai une sous-couche 3S, une sous-couche 3P, une sous-couche 3D. Dans la couche numéro 4, j'ai une sous-couche 4S, une sous-couche 4P, une sous-couche 4D, une sous-couche 4F, et ainsi de suite pour la couche 5, la couche 6 et la couche 7. Maintenant, si on regarde pour chacune de ces sous-couches le nombre d'électrons qu'elle peut comporter, donc on a dit que les sous-couches S pouvaient avoir 2 électrons maximum à l'intérieur, les sous-couches P 6 électrons à l'intérieur, les sous-couches D 10 électrons et les sous-couches F 14 électrons, on arrive au total qu'on a pour chacune des couches. Donc si je regarde, dans cette sous-couche 1S, je vais pouvoir mettre 2 électrons. Dans les sous-couches P, je vais mettre 6 électrons. Dans les sous-couches D, 10 électrons. Dans les sous-couches F, 14 électrons. Si j'ai une sous-couche G, je peux mettre 18 électrons à l'intérieur. À chaque fois, on a plus 4 électrons. Si on fait le total pour la couche 1, on n'a que 2, donc on a en tout 2 électrons sur la couche. Pour la couche numéro 2, on a une sous-couche S, une sous-couche P, donc 2 plus 6 électrons, 8 électrons au total. Pour la couche numéro 3, j'ai une sous-couche
S, une sous-couche P et une sous-couche D, ce qui sous-tend à avoir 2, 6 et 10 électrons, un total de 18 électrons. Donc ici, avec ce modèle en couche, on est toujours d'accord avec le nombre d'électrons maximum qu'on va pouvoir mettre par couche électronique. Si on regarde les différentes sous-couches S, la 1S, la 2S et la 3S, on a toujours plus ou moins la même forme. C'est une espèce de grosse boule, mais on voit que la boule 2S est composée d'une boule un peu plus petite à l'intérieur, puis que la sous-couche 3S est composée au final de trois boules à l'intérieur. Donc ici, on a vraiment une sphère pour la 1S. Pour la 2S, il y a 2 sphères l'une dans l'autre. Pour la 3S, il y a 3 sphères. Donc plus on va loin, plus au final, on a quand même une différence, d'un point de vue géométrique entre une sous-couche 1S, 2S et 3S. Rapide parenthèse, je ne vais pas rentrer au final dans le détail par rapport à ça, mais les, diagrammes qu'on a sur le côté, les graphiques, donne au final les zones au final en termes de picomètres par rapport au centre de l'atome, où sont, les densités électroniques, où je pourrais trouver des électrons en termes de, probabilité. Maintenant, dans le modèle quantique, ben, obligatoirement, si j'ai ces différentes, sous-couches avec ces orbitales qui ont des formes particulières, ben, à chaque fois, elles vont au final se superposer, l'une à l'autre. Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir, heu remplir mes couches de la couche la plus proche du noyau à la couche la plus éloignée du noyau. Ça a pas de sens puisqu'au final, chacune des couches est composée de sous-couches et ces sous-couches, elles ont des formes spatiales très particulières et puis ces différentes formes spatiales vont se superposer les unes aux autres. Donc j'ai plus de modèle en couche, donc je vais plus pouvoir, hem, échelonner mes couches d'un point de vue de la distance par rapport au noyau, mais cette fois, je vais devoir les échelonner d'un point de vue énergétique, de la moins énergétique, la plus stable, celle qui va être le plus proche énergétiquement du noyau, à celle qui va être la plus éloignée énergétiquement du noyau. Donc cette fois, je ne vais pas avoir un remplissage linéaire selon la distance du noyau. Pour l'ordre de remplissage de ces différentes sous-couches, on a la règle de Madelung. La règle de Madelung, elle s'applique et elle permet au final de donner l'ordre de remplissage des différentes sous-couches. Donc, on va représenter ça avec le schéma qu'on vient de voir précédemment. Et puis la règle de Madelung donne l'ordre de remplissage d'un point de vue énergétique pour échelonner ces différentes sous-couches électroniques. Donc on va au final tirer des diagonales et puis ça va permettre d'avoir le remplissage électronique. Je commence par remplir la 1S. Ensuite, je fais une deuxième diagonale, je vais remplir la 2S. Je continue avec mes diagonales, 2P, 3S. Ensuite, 3P, 4S, 3D, 4P, 4S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S, et ainsi de suite. Donc ça me donne l'ordre de remplissage électronique des différentes sous-couches, d'un point de vue de l'énergie. Donc à chaque fois, je vais remplir mes électrons en suivant cet ordre de remplissage qu'on vient de voir là maintenant. Une fois une sous-couche remplie, c'est possible de remplir la sous-couche suivante. Et puis la règle de Manlow, ben, elle est consistante avec la forme du tableau périodique. Donc si on regarde le tableau périodique, je vais remplir 2 électrons dans ma 1s qui va correspondre à l'hydrogène et l'hélium. Ensuite, je vais remplir ma 2s qui va correspondre aux atomes de lithium et barium. Je continue, je remplis ma 2p. Ensuite, je vais remplir la 3s. Je vais remplir la 3p.
On va remplir la 4S, ensuite la 3D, ensuite la 4P, j'arrive sur la 5S, je remplis la 4D, je remplis la 5P, je remplis la 6S. Attention, là on arrive sur Lontane, donc on va devoir remplir la 4F dans un premier temps, ensuite la 5D, ensuite la 5P, la 6P. Ensuite, on arrive sur la 7S. On va remplir la 5F, la 6D, et puis normalement à la fin, la 7P. Donc si on regarde ce qu'on vient d'obtenir, on a 4 blocs qui apparaissent. On a un bloc S avec une exception sur les gaz rares pour l'hélium. On a un bloc P, on a un bloc D, et puis on a en bas un bloc F qui correspond au final à ces différents types de sous-couches. On a les 7 couches électroniques qui peuvent apparaître. Donc ma couche numéro 1, elle se lit sur la première ligne, ma couche numéro 2 sur ma deuxième ligne, ma couche numéro 3 sur la troisième ligne en prenant les métaux de transition de la ligne numéro 4. La sous-couche, la couche 4, cette fois on vient prendre une partie, la partie des lontanides. La 5, on l'a là, et puis cette fois elle est partielle puisqu'il nous manque une partie au final de la sous-couche 5 qui serait la 5G. On continue, 6 et 7. Donc on a ce maximum 7 couches électroniques avec d'un point de vue des sous-couches, la 6 et la 7 qui ne sont pas entièrement complètes par rapport à comment notre tableau périodique est représenté, puisque on ne connaît pas d'éléments au final qu'ont ces orbitales G, H, I, J, et on pourrait continuer, mais pour le moment, il n'y a pas d'éléments connus, créés par l'homme en tout cas, qui contiennent ces sous-couches particulières. Maintenant, sur le tableau périodique, on a une structure électronique condensée pour chaque élément chimique. Donc, cette structure électronique condensée, c'est important, ne respecte pas l'ordre de remplissage électronique des différentes sous-couches, mais par contre me donne une indication de combien d'électrons on a dans chaque sous-couche. Si je prends un cas avec le cuivre, la structure électronique condensée, je peux la lire en bas, c'est de l'argon en parenthèse carrée 3d10 4s1. Donc on sait que dans l'orbital 4s, on a un électron, dans la sous-couche 3d, on a 10 électrons. Donc j'ai mis en garde, je l'ai dit, attention à cet ordre de remplissage qui n'est pas similaire à l'ordre de remplissage énergétique. Ça me donne juste une information de où sont les électrons, dans quelle sous-couche, mais j'ai pas de classement en termes d'ordre énergétique. Les parenthèses carrées, ici pour l'argon, permettent de dire qu'on va devoir reprendre la structure de l'argon. On n'a pas assez de place sur la case du tableau périodique pour noter la structure électronique en entier. Donc ici, on pourrait me dire le cuivre, normalement ça devrait être l'argon 3D9 4S2. C'est une exception. Et puis ici, on me dit que c'est de l'argon 3D10 4S1. On verra pourquoi normalement ça aurait dû être de l'argon 3D9 4S2, mais le tableau périodique nous dit que on a quand même qu'un électron dans la 4S1 et puis 10 électrons dans la 3D. Si je viens reprendre ce que je vais trouver sur la case de l'argon, sur la case de l'argon, on va me dire que c'est du néon 3S2P6. Je prends ce qu'il y a sur la case du néon, et à ce moment-là, sur la case du néon, on me dit que c'est de l'hélium 2S2P6. Je prends
l'hélium, ce que j'ai sur la case de l'hélium, et ça me dit que la structure électronique pour le cuivre, c'est du 1s2, 2s2, P6, 3s2, P6, D10, 4s1. Donc ça veut dire que sur la sous-couche 1s, il y a 2 électrons, sur la sous-couche 2s, il y a 2 électrons, sur la sous-couche 2p, il y a 6 électrons, sur la sous-couche 3s, il y a 2 électrons, sur la sous-couche 3p, il y a 6 électrons, sur la sous-couche 3d, il y a 10 électrons, et sur la sous-couche 4s, il y a 1 électron. Maintenant, si on regarde l'exercice 14, donc là, vous pouvez faire l'exercice 14 à ce moment-là, c'est trouver une structure électronique à partir de la structure condensée. Donc, on vous demande de le faire pour l'azote, le chrome et le gadolinium. Je laisse mettre un petit moment la vidéo sur pause. Maintenant, vous pouvez regarder les réponses. Et puis, c'est les structures électroniques développées à chaque fois qu'on va trouver en fonction de ce qu'on a trouvé sur la case. Maintenant, on va regarder le diagramme en sous-couche. Donc, le diagramme en sous-couche, il va suivre cet ordre de remplissage. Donc, on va d'abord mettre la 1s, c'est la sous-couche. Dans cette sous-couche, il y a une seule orbitale. Donc, je vais représenter par un carré. Ensuite, je vais mettre la 2s. Et la 2s, il n'y a qu'une seule orbitale à l'intérieur, je mets un carré. Ensuite, j'ai un remplir, je vais avoir la sous-couche 2p. La sous-couche 2p a 3 orbitales à l'intérieur. Donc, je vais venir mettre 3 carrés à l'intérieur. La 3s, on l'a déjà vu, et puis la fameuse 2p qui a 3 orbitales à l'intérieur. Je continue. Maintenant, si je veux avoir une orbitale 3D qui va apparaître et sous-couche, une sous-couche 3D qui va apparaître, la sous-couche 3D possède à l'intérieur 5 orbitales D. Donc je vais avoir 5 cases bleues. Voilà, et ainsi de suite. Et puis là, on a un ordre de remplissage au final basé sur le niveau énergétique. Le plus stable, c'est la 1S jusqu'à ici ma 6S. Si je continue, voilà, on va voir jusqu'au bout avec la 7P. Donc là, on a l'ordre de la moins énergétique, la 1S, à la 7P. Elles sont mises au final, il y a une certaine, j'ai mis des distances au départ, entre la 1S et la 2S, on a 2P et la 3S. On a à chaque fois des distances en termes d'énergie qui sont différentes d'une sous-couche à une autre. Donc ici, j'ai mis un peu de manière linéaire, mais elles n'ont pas le même espace de différence d'énergie d'une sous-couche à l'autre que entre la sous-couche d'après et la sous-couche encore d'après. Ces espaces, ils peuvent différer de l'une à l'autre. Maintenant, si on regarde, on a les protons et les neutrons au centre. Ce diagramme, au final, schématise la chose suivante. Je vais avoir une orbitale 1s, qui est une grosse sphère autour. Je vais avoir ensuite une orbitale 2s, qui est une sphère, mais plus large. On va avoir une première orbitale 2p, une deuxième orbitale 2p, une troisième orbitale 2p. On va avoir une orbitale 3s, une orbitale 3p, une deuxième orbitale 3p, une troisième orbitale 3p. Et on a une superposition au final de toutes ces formes qu'on vient de voir. Donc si je prends le barium, on me dit de représenter de l'hélium 2s2. L'hélium, si on regarde, c'est du 1s2, donc sa structure électronique complète et développée, c'est du 1s2, 2s2. Ça correspond à dire la chose suivante. On va avoir 4 protons pour, si on a du barium 9, on va avoir 5 neutrons. J'ai une sous-couche 1s. Dans cette sous-couche 1s, on va venir mettre un premier électron qui va venir tourner à l'intérieur de cette sous-couche.
dans cette sous-couche, je peux mettre 2 électrons. Donc je vais en mettre un deuxième électron qui tourne dans le sens antihoraire. Ensuite, je viens prendre mon orbital 2s, qui est une deuxième sphère, un peu plus large. Je viens mettre un premier électron à l'intérieur, puis un deuxième électron, et j'aurai encore des orbitales plus hautes qui existent, mais par contre qui sont vides. Je vais uniquement pouvoir accéder à ces orbitales si je viens donner de l'énergie à mon atome. Donc ici, je vais avoir une première sous-couche 2p, enfin une sous-couche 2p avec une première orbitale 2p, une deuxième orbitale 2p et une troisième orbitale 2p qui sont toutes vides. Et puis le modèle atomique qu'on veut représenter avec cette représentation avec des barres et des cases, ben, ça met la vérité qu'on a au final en haut avec ces différentes formes géométriques dans lesquelles on va avoir des électrons qui tournent. Donc nous, on va uniquement représenter les choses avec ce modèle ici, et puis on va jamais au final dessiner ce modèle-là qui serait à chaque fois trop compliqué à dessiner en termes d'atomes si à chaque fois on devait dessiner toutes ces formes. Donc au final, ça c'est la réalité avec les probabilités qu'on va trouver, et puis nous on va venir représenter à chaque fois avec un modèle de ce type-là. Si je dois le faire pour le phosphore, cette fois, la structure électronique complète, ça va être du 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Et puis à ce moment-là, je vais avoir 2 électrons dans ma 1s, je vais avoir 2 électrons dans ma 2s, je vais avoir 6 électrons dans la 2p, je mets un premier électron dans la première orbitale, un deuxième électron dans la deuxième orbitale, un troisième électron dans la troisième orbitale. Je reviens mettre le deuxième sur chacune des orbitales. Je continue. Dans ma 3s2, j'ai 2 électrons. Et là maintenant, c'est important puisque sur la 3p, je vais remplir mes orbitales de la première à la troisième. Une fois que ma troisième a un électron dedans, ben, je viens remplir le deuxième électron. Donc d'abord, je remplis dans cet ordre-là pour le premier électron, et puis ensuite, je viens faire la même chose pour le deuxième électron. Premier électron pour ma 3p, deuxième électron pour ma 3p, troisième électron pour la 3p. J'ai pas plus d'électrons à mettre, donc là, j'ai fini au final de compléter mon modèle en sous-couche pour le phosphore. Donc ici, j'ai 53 protons, 74 neutrons. Je vais mettre 2 électrons dans ma 1s, 2 électrons dans ma 2s. J'ai une 2p qui va être complète avec 6 électrons, une 3s avec 2 électrons, une 3p avec un électron, une 3p avec un autre électron et une 3p avec un autre électron qui est au final la représentation de notre atome qu'on vient de représenter avant. Voilà, on a quand même des exceptions. Les exceptions, ça va être pour les modèles en sous-couche pour les métaux de transition. Donc normalement, on remplit les différentes sous-couches dans l'ordre électronique. Et les exceptions, on va voir que les seules exceptions au final, ce sont les métaux de transition. En général, qui ont pas mal, d'exceptions au niveau du remplissage. Ces exceptions, ben, elles sont notées sur le tableau périodique. Donc le cuivre, par exemple,
Et une exception, elle est mise en gras et on me dit que c'est particulier puisqu'il a un électron dans sa 4s, alors que normalement, selon l'ordre de remplissage, il devrait en avoir 2. Donc le cuivre ici, il est particulier. Si on regarde comment on doit le compléter, on me dit que j'ai 6 électrons dans ma 3p, je continue à compléter. Ensuite, on va avoir en termes d'énergie la 4s. Donc la 4s d'un point de vue énergie vient avant la 3D et puis on va avoir la 3D qui va venir en dessus. Ma 4s, j'ai qu'un électron à mettre et puis ma 3D, je vais venir mettre 10 électrons à l'intérieur, donc je mets mes 5 premiers électrons et les 5 suivants, je viens les appareils. Voilà, maintenant je vous laisse faire l'exercice 15, donc le diagramme en sous-couche, l'état fondamental des différents atomes. Donc ici, vous avez la réponse pour l'aluminium. Je vous laisse faire le second. Et puis, vous avez la réponse pour le ruthénium. Maintenant, on va pouvoir dessiner, on a le cuivre à l'état fondamental. Je vais pouvoir élever n'importe lequel de ces électrons à un niveau plus élevé en énergie et obtenir ainsi un état excité. Donc pour l'état excité, je peux déplacer n'importe lequel des électrons sur une couche plus élevée en énergie. Donc si je veux mettre un cuivre dans un état excité, j'ai bougé un électron. Ici, j'ai bougé un électron, j'ai monté un électron de ma 3D sur une orbitale 4p. Et puis des états excités pour le cuivre, ben, il y a énormément de possibilités différentes d'obtenir des états excités. Et puis c'est pour ça que si on regarde le spectre d'émission du cuivre, ben, il y a énormément de couleurs sur le spectre d'émission. Donc ici, j'aurai le cuivre de base, c'est de l'argon 3D10 4S1. Et puis ici, j'aurai un cuivre excité, l'argon 3D9 4S1 P1. Voilà, je vous laisse faire les diagrammes en sous-couche pour les états excités. Voilà, réponse pour l'exercice 16, le premier, et réponse pour le magnésium dans un état excité. Un deuxième état excité du magnésium qui serait possible. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je reprendrai au final, s'il y a besoin avec, d'autres vidéos pour les, ions, cations et ces fameux, diagrammes en sous-couche.